pour ceux qui ne connaissent pas Geneviève et Audrey, peut-être que vous pourriez vous présenter rapidement, les filles. Je vous mets Absolument. un peu. Je vous lance ça. Alors, je vais me présenter. Je pourrais présenter Audrey et elle pourrait me présenter, mais je vais me présenter. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Geneviève Garand. Je suis conseillère pédagogique de mathématiques à la base. Puis, cette année, j'ai 60 de tâches pour aider les orthopédagogues là, au niveau des mathématiques. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis avec vous cet après-midi pour parler, dans le fond, de l'enseignement à distance là, pour les élèves en difficulté. Puis, je vais avoir mon chapeau mat là, pour ce volet-là cet après-midi. Audrey, à toi. Bien, bonjour. Pour ma part, Audrey Grandmaison, conseillère pédagogique en orthopédagogie avec le dossier orthopédagogie. Donc, toute autre tâche connexe reliée à l'orthopédagogie et tout ce qui concerne mathématiques, je bifurque vers Geneviève. Alors, voilà, c'est la raison de notre apport cet après-midi avec vous. Sur ce, on laisse la parole à Geneviève, si je ne me trompe pas. Ah, mais ton micro est fermé. Fallait que ça arrive une fois au moins. Fallait que ça m'arrive en commençant. Oui, oui. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. En fait, Audrey et moi et avec Patrick et Mélissa, on s'est dit, bien, avant de plonger vraiment dans le vif du sujet des élèves qui vivent des difficultés là, au niveau des apprentissages, c'est certain qu'on a reparlé ensemble, on a réfléchi encore à nouveau sur la situation actuelle. Donc, quand on pense à nos élèves qui ont des difficultés, on ne peut pas faire fi de ces trois éléments-là qui proviennent d'un document, vous aurez le lien, donc qui proviennent d'un document qui est vraiment fort intéressant, soit dit en passant, dans le fond, qui s'intitule « L'école en temps de pandémie, favoriser le bien-être des élèves et des enseignants ». C'est Garine Papazian de l'Université de Montréal, qui est psychologue et chercheur et aussi professeur à l'université, qui a rédigé, dans le fond, ce document-là qui est très intéressant et qui nous oblige un peu à tenir compte de tous ces éléments-là. On ne peut pas faire fi, dans le fond, de la santé mentale des jeunes et de l'adaptation des jeunes aussi, et forcément des apprentissages. Alors, quand on parle de la santé mentale, si tu peux, Patrick, aller à la prochaine diapo. Donc, Patrick va être notre Magdalena du changement de diapo cet après-midi. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de bien avoir en tête les comportements ou, si on peut dire plus spécifiquement, les manifestations. Ce qu'on peut voir chez nos élèves au niveau de la santé mentale, bon, bien, vous avez sûrement entendu parler depuis le début de l'année beaucoup, là, tout ce qui est de l'anxiété face justement à ce qu'ils ont vécu par rapport à la mort, l'angoisse de perte, l'inconnu, l'incertain, on est là-dedans ces jours-ci aussi. D'autres vont vivre de l'anxiété de performance, des états plus de dépression ou même des traumatismes qui peuvent être réactualisés. C'est certain qu'on ne peut pas nécessairement agir là-dessus, mais il faut en tenir compte quand on pense à nos élèves qui ont des difficultés. Pour ce qui est de l'adaptation, là, ça commence à être intéressant pour nous beaucoup parce que les manifestations qu'on va voir, et vous le voyez probablement déjà, c'est des élèves qui vont avoir plus d'agitation, d'agressivité, de repli sur soi, de problèmes d'autorégulation. Vous allez voir que l'autorégulation aussi, on le voit du côté des apprentissages. Et c'est ce qui va faire qu'on va devoir être très attentif à ces éléments-là en lien avec l'autorégulation parce que les élèves ont probablement beaucoup plus de difficultés à s'autoréguler par rapport aux stratégies d'apprentissage en temps de pandémie. Donc, lorsqu'on va intervenir auprès d'eux, on va devoir en tenir compte. Alors, les élèves peuvent vivre aussi de la solitude, des frustrations, même parfois de la peur du contact humain. Puis, du coup, ça, c'est dans la page 9 là, du document qu'on vous a transmis. Puis, du côté des apprentissages, ce qu'on va voir comme manifestation, au-delà des manifestations qu'on va voir en lecture, en écriture, en mathématiques, etc., ça va être justement les élèves qui vont avoir des problèmes d'autorégulation, des difficultés de concentration, d'attention, ils vont avoir de la difficulté d'expression aussi. Et la fameuse
l'élément assez important, là, le manque de disponibilité cognitive pour la tâche. Moi, j'ai énormément d'orthos qui me parlent de ça par les temps qui courent et même d'enseignants. Beaucoup plus de désorganisation, de fatigue, de démotivation aussi envers les études. Donc, en prenant compte de tous ces éléments-là, on va vous faire des recommandations aujourd'hui par rapport aux élèves qui vivent des difficultés d'apprentissage pour l'enseignement à distance. Dans le fond, c'est que on va vous parler beaucoup de planification, comment planifier nos activités, comment les réaliser avec les élèves et aussi favoriser les sous-groupes d'intervention pour pouvoir travailler davantage avec quelques élèves et de pouvoir cibler aussi ces élèves-là selon les besoins qu'ils auront là, soit en français ou en mathématiques, lecture ou écriture. Ça va être davantage là-dessus qu'on va vous entretenir cet après-midi. Alors, sans plus tarder, avec la prochaine diapo, Audrey va vous parler un petit peu du cadre théorique là, avec lequel on a bâti là, la formation d'aujourd'hui. Alors, merci. Bonjour. Oui, le cadre que vous avez à l'écran, vous pouvez le retrouver sur la page du site Internet en orthopédagogie, la page qui s'appelle « Collaborer ». En descendant au bas de la page, vous allez retrouver ce cadre-là si vous souhaitez l'utiliser. On a la permission de l'utiliser. On a fait la demande à Nancy Granger, André Moreau. Ça vient d'un article qui s'intitule « Co-planifier le rehaussement des compétences en littératie des élèves au secondaire en contexte de co-enseignement ». Bon, évidemment, ici, on n'est pas dans un contexte de co-enseignement, sauf que nécessairement, dans un contexte où on va se parler des élèves en difficulté, ce qui va être au cœur, dans le fond, de l'intervention, ça va être la communication entre les intervenants. Et, tu sais, rarement, pas rarement, mais c'est pas une pratique qui est toujours bien utilisée, dans le fond, le temps de planif qu'on pourrait mettre dans un palier 1, palier 2 d'intervention. C'est pas une pratique courante que l'enseignant titulaire et l'orthopédagogue s'assoient ensemble pour ouvrir leur cahier de planif et planifient ensemble les activités à venir. Donc, notre logique cet après-midi, elle va être beaucoup, on va beaucoup se baser sur ce modèle-là, toujours dans une idée qu'on s'assoit en équipe puisqu'on va se parler des mêmes élèves et que le transfert ne se fait pas magiquement dans la vie. Donc, pour bien opérer le transfert, il faut savoir de part et d'autre ce qu'on a planifié de faire avec nos élèves. Alors, ce que vous allez retrouver, dans le fond, dans ce schéma-là, c'est d'abord, on va déterminer notre intention pédagogique. Puis notre intention pédagogique, elle va être en fonction aussi du portrait de notre classe. Ensuite de ça, ça va être toute la question, comme tu le disais, Geneviève, de planifier, réaliser la tâche et évaluer. Patrick, tu nous amènes à la prochaine diapositive. En fait, tu pourrais, bon, là, c'est ça, on entre dans les différentes sections, alors tu pourrais même passer à la suivante. Ce qui va être important de placer en premier, ça va être déterminer son intention pédagogique. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? Tu sais, on a fait une traduction libre, là, je ne sais pas, vous avez les notes probablement en bas des diapos, là, mais ce n'est qu'en ayant spécifié les résultats souhaités que nous pouvons nous concentrer sur les activités les plus susceptibles d'atteindre ces résultats. Dans le fond, on va vraiment venir placer notre cible et ensuite, on va placer nos moyens pour atteindre cette cible-là. On le fait d'emblée pour un plan d'intervention, on va le faire aussi dans nos pratiques enseignantes. Donc, au terme de cette séquence d'enseignement, donc la période d'enseignement à distance, les élèves, qu'est-ce qu'on souhaite qu'ils soient capables de faire? On va d'abord aller placer nos cibles d'apprentissage, que ce soit en termes de compétences, de connaissances, de concepts clés ou, mon Dieu, concepts clés essentiels. Oui, essentiel. Hey, on l'aime ce mot-là, hein? Ensuite de ça, on va, à partir de ce qu'on aura ciblé, on va déterminer comment on va faire pour savoir que nos élèves ont appris, quelles seront nos preuves d'apprentissage.
Alors, est-ce que ça va être des tâches d'évaluation? Est-ce que ça va être, pour bien clarifier nos attentes, ça pourrait être de donner à l'élève des exemples oui, des exemples non. C'est-à-dire un exemple puis un contre-exemple pour vraiment l'aider à se placer dans la même attente que nous et qu'il ne se fasse pas une attente parallèle. Parce que, comme le disait Geneviève, nos élèves qui sont très peu autorégulés, ben, quand ils ne saisissent pas tous les morceaux de la tâche, ils vont se faire une propre attente. Un exemple de ça, ça pourrait être de se dire, ben, j'ai un texte, j'ai des questions en compréhension. La madame veut que je remplisse les trous, ben, je vais juste aller mettre des réponses qui ne seront pas nécessairement complètes, qui ne seront pas en regard de la question demandée. Bon, alors c'est important de donner des exemples oui, des exemples non aux élèves. Ensuite de ça, ensuite de ça, ça va être de planifier cette intervention-là, OK? Planifier l'enseignement, les expériences d'apprentissage avec des situations. Donc, tu sais, toute la planif de l'activité en soi, elle arrive dans le 3e temps. Une fois qu'on aura ciblé ce qu'on veut que nos élèves atteignent et qu'on aura déterminé les moyens qu'on va utiliser pour vérifier l'atteinte des apprentissages. Puis pour les personnes qui se disent, est-ce qu'on va avoir un exemple de tout ceci? Oui, on vous a concocté un exemple de planification, justement, à la fois en mathématiques puis à la fois en français, pour vous permettre de voir à quoi ça peut ressembler pour les élèves en difficulté à distance, là, ce que Audrey vient de vous mentionner là, de façon plus théorique. Puis, tu sais, tout ce que Audrey vient de vous présenter là, ici, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on l'a déjà vu à la dernière formation, mais quand on tombe en enseignement à distance, si vous le savez, on doit se ramener aux seuils minimaux de services éducatifs qui, selon les niveaux auxquels vous enseignez, il va y avoir un nombre X d'heures d'enseignement ou d'activités de formation ou d'éveil. Il va en avoir par rapport aussi aux heures de disponibilité de l'enseignant puis aux heures de travail autonome qui va être fourni par l'enseignant. C'est sûr que vous ne vous enseignez pas une semaine complète. Alors, ça va être important d'y aller avec vraiment les apprentissages qui sont prioritaires. Vous les avez reçus, vous en avez discuté très certainement en équipe école. Et puis, Geneviève et Audrey, elles vont mettre surtout l'emphase sur le travail en sous-groupe de besoins. Puis au primaire, honnêtement, vous êtes vraiment choyés parce que vous avez la latitude de le faire. Vous avez de belles opportunités pour le faire parce que vous pourriez organiser votre horaire que pendant vos heures d'enseignement, que vous travaillez avec un sous-groupe d'élèves à ce moment-là, un sous-groupe de besoins. Ou sinon, ça peut être pendant vos heures de disponibilité que vous allez rencontrer un sous-groupe de besoins. Au secondaire, ils n'ont pas cette latitude-là parce qu'ils sont forcés de respecter leur heure d'enseignement, leur journée, leur période. Et puis, juste pour être certaine qu'il n'y ait pas j'ai juste le terme en anglais, misconception, qu'il n'y ait pas de malentendu. Il faut quand même que les enseignants offrent leur pleine prestation de travail aux élèves pour qui les groupes sont confinés. Et puis, c'est la même chose pour les spécialistes. Okay? Parce que ça, c'est souvent une question qui revient. Là. Les spécialistes, généralement, comment ça fonctionne dans les écoles, c'est qu'ils respectent quand même leur période. Par exemple, si avec le groupe 302, le lundi à 13h, ils ont un cours de musique, par exemple, lundi à 13h, il y a un cours de musique, c'est juste qu'il est à distance. Alors, c'est juste ça. Mais si vous voulez revoir les seuils minimaux de services éducatifs, vous pouvez cliquer sur le titre, il y a l'hyperlien. Et puis, sinon, à l'autre page, là, dans la prochaine diapositive, vous avez le tableau avec ces fameuses heures-là, si vous souhaitez vous y référer. Si je peux me permettre de faire un aparté, pour la question des orthopédagogues, je sais que dans les écoles, vous aviez à fournir vos horaires. Nous, on a décidé de traiter, Geneviève et moi, dans les planifs qu'on vous propose, dans le fond, des moments communs titulaires ortho. Je sais qu'il y a des endroits où c'est un service qui est plus détaché de l'horaire classe, mais c'est pas exclu qu'on puisse s'asseoir et se faire une planif puis avoir, dans le fond, des cibles communes quand même. C'est tout.
Alors, donc, Mélissa vient de vous parler, dans le fond, des apprentissages à prioriser. On n'ira pas nécessairement voir le document parce que c'est un document ou des documents que vous connaissez probablement déjà. Donc, dans le fond, pour les élèves en difficulté, ça va être d'avoir aussi en tête, lorsque vous allez planifier, les apprentissages à prioriser, qui ont été faits là, par le ministère là, pour l'année en cours 2020-2021. Dans le fond, c'est de bien garder en tête que c'est un document à conserver puis à avoir vraiment pas loin pour en tenir compte lors de vos planifications. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai mis une petite citation aussi dans la conversation en lien parce qu'on a déjà commencé à vous parler de l'enseignement en sous-groupe de besoins ou en sous-groupe pour les élèves en difficulté. Et je vous ai mis dans le fond une petite citation sur... qui provient, dans le fond, d'un document de l'Ontario sur l'enseignement en sous-groupe en mathématiques, dont tout l'impact et l'importance de l'enseignement en sous-groupe. Je vous en ferai pas nécessairement la lecture, mais vous pourrez aller regarder, dans le fond, dans la conversation, cette citation-là, cet extrait-là qui est fort intéressant, puis c'est de la raison pour laquelle aussi on mise beaucoup sur le sous-groupe de besoins, là, entre autres, là, pour les élèves en difficulté. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît, monsieur. Alors, l'autre élément, c'est l'idée d'avoir un portrait de classe. Donc, quand on parle de portrait de classe ici, pour nos élèves qui ont des difficultés, c'est pas nécessairement d'aller chercher toutes nos données avec les outils RAI ou quoi que ce soit. C'est plus d'avoir en tête, bien, mes élèves, bon, bien, d'abord, qu'est-ce que mes élèves dans mon groupe, ils savent déjà? Et qu'est-ce que mes élèves ont, OK, comme difficulté? Puis là, bien, il y a plusieurs moyens. Là, Mélissa va vous reparler de certains moyens que vous pouvez utiliser dans le fond pour des fois aussi aller chercher les préalables. Tu sais, quand on veut enseigner quelque chose à des élèves en difficulté, vous allez voir dans mon exemple tantôt en mathématiques, je vous parle du sens des opérations. Bien, il y a certains préalables qui peuvent être importants d'aller chercher. Donc, avoir une idée de ce que les élèves savent déjà, des difficultés qu'ils éprouvent. On le voit quand on enseigne, hein, quand on voit que l'apprentissage, c'est laborieux puis que ça avance pas nécessairement vite, bien, on peut déterminer que les élèves, ils peuvent avoir des difficultés ou qui ont besoin d'un coup de pouce. Et pour les élèves qui nous inquiètent, les élèves qu'on pense qui auraient besoin d'un enseignement beaucoup plus guidé, beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé, ben, on va vraiment penser à faire des sous-groupes avec ces élèves-là. Donc, les élèves qui nous inquiètent davantage, ben, ça va être à partir de ce qu'on sait qu'ils savent déjà, puis des difficultés qu'ils éprouvent, qu'on va faire notre planification. Vous avez également en bas de page les exigences minimales et attentes de fin de cycle en français et en mathématiques. Ce sont des documents qu'il faut connaître et avoir aussi pas loin dans ces documents de référence parce que c'est avec ces documents-là aussi qu'on va se questionner par rapport aux difficultés des élèves. Donc, est-ce qu'on va enseigner seulement les exigences minimales? Naturellement, non. Ça, c'est certain. On a notre programme à enseigner. Mais les exigences minimales nous permettent de voir est-ce que mes élèves qui ont des difficultés atteignent, OK, en fin de cycle, ces exigences minimales-là. Puis c'est certain que les élèves qui n'atteignent pas ces exigences minimales-là, bien, ils vont nous inquiéter davantage que les élèves qui n'atteignent pas les exigences minimales. Donc, ça, c'est important de bien les avoir en tête. On ne veut pas vous faire un cours nécessairement ou vous donner une formation sur les exigences minimales, mais que ce soit bien, bien clair pour vous que ce sont également des documents de référence pour pouvoir vous permettre de percevoir aussi jusqu'à quel point l'élève est en difficulté. Puis pour ne pas créer de fausses difficultés, bien, on a... Quand je dis de fausses difficultés, c'est je pense qu'elle a l'air loin, ou je pense qu'il est plus au niveau du début du deuxième cycle. Bien, on a ces documents-là qui nous aident vraiment à essayer de voir c'est quoi l'ampleur de l'écart avec les exigences minimales qu'ont mes élèves qui ont des difficultés. Et non pas l'écart
que mes élèves qui ont des difficultés vont avoir par rapport aux autres ou par rapport au groupe. Ce sont vraiment les écarts au regard des exigences minimales. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, quand on veut intervenir auprès des élèves, ceux qui vont nous inquiéter davantage, c'est ceux qui s'éloignent des exigences minimales. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça ou des commentaires ou des éléments d'ajout. Vous pouvez le faire, là, tout le monde là, dans la salle. Il y a Audrey qui veut dire quelque chose, mais si jamais vous voulez prendre parole ou nous questionner par rapport à ça, n'hésitez pas. C'est un grand classique, il faut que j'ajoute quelque chose. On va se rappeler, dans le fond, que dans ces documents-là, ce sont des documents ministériels d'abord. On en a fait une sauce CSS, mais ça provenait du ministère en premier lieu. Les attentes, ça correspond à peu près à ce qu'on attend là, d'un élève B. OK? Tu sais, si on prenait par exemple une grille en écriture, moi je trouve que cet exemple-là, il est facile, une grille de correction en écriture A, B, C, D, E. L'attente correspond au B et l'exigence minimale, dans le fond, c'est notre seuil de passage, OK? Au lieu d'être numérique à 60, c'est en manifestation observable de ce que l'élève est capable de faire. Donc, on a le seuil de réussite au Québec qui est fixé à 60, mais le seuil de passage qui se décline, dans le fond, en manifestation, c'est un C. Alors, nos élèves, dans le fond, ce qu'on va retrouver, par exemple, dans l'exigence minimale de français, l'exigence minimale correspond à la lettre C dans la grille en écriture. C'est la même chose du côté des mathématiques. Quand on pense à l'exigence minimale en situation de compétence, donc par exemple pour la compétence 1 ou la compétence 2, pour la partie raisonner les situations d'application, l'exigence minimale correspond dans la grille à un C. Je crois qu'il y a une main levée. Oui, c'est Lara. J'ai un petit peu de misère avec la subtilité entre le fait que ce n'est pas un 60, mais que c'est un C, c'est parce qu'un C, c'est 60 d'habitude. C'est ça. Oui, mais ce que je veux dire, Lara, c'est que dans le fond, les libellés, quand tu vas regarder dans ta colonne C, le libellé va correspondre au même libellé que l'exigence minimale à virgule proche. Fait que c'est vraiment juste dans ce sens-là. C'est que, tu sais, mettons, dans la loi de l'instruction publique, on a déterminé que 60, c'était le seuil de réussite au niveau numérique, mais le ministère avait donné avec les échelles, avec les exigences minimales, dans le fond, avait déterminé, comme on est dans une approche par compétence, que ça n'a comme pas de sens d'être compétent à 60 ou 80 là. Il avait déterminé des manifestations observables. Fait que c'est là qu'elle se trouve la nuance, là, mais je comprends ce que tu veux dire, mais oui, ça revient à être la même colonne. Okay, quand on fait la conversion, si je peux dire ça comme ça, là, Audrey, tu me corrigeras, quand on fait la conversion parce qu'on doit la faire éventuellement, ça correspond le C au complet quand on regarde chacun des critères. Quand on additionne, ça donne un 60. Mais le C étant c'est le libellé, dans le fond, ça correspond au libellé des exigences minimales, si je peux dire ça ainsi. Questions, commentaires, des ajouts. Il y avait Mélissa, je pense. Est-ce que tu voulais dire d'autres choses par rapport aux outils, aux petits outils techno, dans le fond, qu'on peut utiliser pour ce que les élèves savent déjà? Oui, c'est ça. Juste, tu sais, vous remarquez que j'ai divisé comme en deux là, les catégories d'outils. Ce qui est intéressant, tu sais, parce que dépendamment de ce qu'on souhaite enseigner aux élèves, parfois ça va être important, pardon, tu sais, d'aller voir quelles sont les connaissances préalables que les élèves ont. Puis quand on va aller chercher, tu sais, ces informations-là au niveau des connaissances, bien, des questionnaires du type Plickers. Plickers, c'est sûr qu'il faut être en présentiel, là, mais quand même, tu sais, c'est très apprécié là, des élèves. Donc, Plickers, Quizzes, Kahoot, même les Google formulaires, pardon, c'est des outils qui sont fort pertinents pour aller voir si les élèves ont les connaissances qui sont préalables à ce qu'on souhaite enseigner. Par rapport aux compétences préalables, tu sais, par exemple, moi, je veux savoir si les élèves sont en mesure d'appliquer une stratégie quelconque ou, tu sais, je veux vraiment qu'ils me démontrent leurs compétences. Donc, il n'est pas juste question de connaissances. Bien, de demander à l'élève de filmer son processus, donc d'enregistrer son processus ou de le verbaliser, que ça soit, tu sais, simplement une vidéo, l'élève l'exprime verbalement ou il va filmer, par exemple, son écran à l'aide de Screencastify ou Loom,
en démontrant en même temps dans un Jamboard sa compétence. Alors, ça peut être fort intéressant, puis ça nous donne vraiment le vrai pouls de ce que l'élève connaît ou est capable de faire, plus que si on est simplement en classe et qu'on lance aux élèves qu'est-ce que vous savez du participe passé? Et puis là, ben, c'est nos élèves les plus forts qui lèvent la main, évidemment, puis on se dit, bon, ben, ils savent, je vais partir ma matière. Alors que on vient d'échapper tous nos élèves qui n'ont pas les connaissances préalables pour la suite. Fait que ces outils numériques-là, là, pour mesurer ce que les élèves savent, c'est des outils qui servent non seulement en enseignement à distance, mais qui, idéalement, là, puis ça c'est mon opinion personnelle ici, là, mais je m'assume, idéalement, c'est des outils qu'on va continuer d'utiliser par la suite, même en salle de classe, même quand les élèves sont physiquement devant nous, parce que ça nous donne vraiment le vrai point de départ là, pour une notion qu'on souhaite enseigner ou une compétence à développer. Alors, on est rendu à la partie un petit peu plus concrète au niveau de la planification. Donc, on a une planification d'une séquence d'enseignement qu'on souhaite, au fond, faire pour nos élèves qui ont des difficultés. Alors, à ce moment-ci, Patrick, je vais pouvoir moi-même partager l'écran. Si je peux juste vérifier, ça ne sera pas long. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Oui. Alors, pour ce qui est dans le fond de la partie de la planification, donc c'est certain qu'on va miser sur des éléments de flexibilité en palier 1 d'intervention. Et l'important, ça va être de faire des regroupements pour les élèves qui ont des difficultés, qui vont avoir naturellement des besoins semblables pour les besoins de ces élèves-là. Alors, en mathématiques et en français, notre recommandation pour les élèves en difficulté est aussi à distance, parce que là, on parle vraiment de l'intervention à distance en sous-groupe. On vous suggère une seule cible d'intervention avec les élèves en difficulté. Donc, soit que vous intervenez dans votre temps ou dans votre temps d'enseignement ou dans votre temps de disponibilité, ça reste qu'on vous recommande fortement une seule cible. Donc, si l'école ferme, je ne sais pas moi, 2 semaines, bien, vous aurez une cible à choisir pour ces élèves-là et, dans le fond, concocter une planification au regard de cette cible-là. Et c'est la raison pour laquelle on vous en a fait un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc, j'ai moi-même fait un exemple en mathématiques pour le 2e cycle qui toucherait davantage le sens des opérations. Et Audrey, par la suite, va vous présenter un exemple en français qui va viser davantage l'apprentissage à la lecture de mots. Alors, je vais tout de suite basculer vers le modèle de planification. Donc, si ça fonctionne toujours, est-ce que vous voyez assez bien la grille de planification ou vous avez besoin que je grossisse un peu? C'est trop petit. C'est trop petit? Parfait. Ouais. Comme ceci? Est-ce que ça va? Oui, ça va mieux. Merci. Parfait. Alors, n'hésitez pas si vous avez besoin que je grossisse encore. Alors, on vous propose, dans le fond, là, je vous présente la grille vierge. En fait, c'est une grille de planification qui pourrait vous aider ou aider les profs de votre école pour planifier une séquence, dans le fond, pour l'enseignement à distance au regard d'une cible d'intervention. Donc, vous avez, bon, naturellement, la semaine, comme par exemple du 6 avril. La semaine prochaine, ça serait le 12, donc 6 et 12. Vous avez les compétences visées que vous avez à écrire ici et la partie très importante de l'intention pédagogique qu'Audrey vous a présentée un petit peu plus tôt. Qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent? Vous allez voir, je vous donne un exemple dans 2 minutes. Qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent et les élèves que j'aurai ciblés? Alors, je pourrais par la suite, en tant qu'enseignante, écrire, par exemple, les dates. Comment va se dérouler l'enseignement-apprentissage? Quels vont être mes rôles et mes gestes? Et si j'ai la chance de pouvoir travailler de concert avec l'orthopédagogue, bien, quel sera son rôle? Puis quels seront aussi les dispositifs d'enseignement que je vais utiliser?
Donc, on vous en a mis quelques-uns parce que c'est important quand on planifie pour les élèves en difficulté, c'est important d'être bien au clair avec ce qu'on veut faire avec les élèves. Est-ce qu'on veut faire, par exemple, on sait qu'ils ont besoin d'un petit peu plus, bon, ils ont besoin de plus de temps, ils ont besoin de plus d'explicite, ils ont besoin d'être plus guidés. Alors, est-ce qu'on va aller plus vers un modelage, l'enseignement magistral, etc. Là, pratique coopérative, mini-leçons, pratique guidée, lecture et SPOC, vous les avez, ils sont écrits là. Enseignement, apprentissage de la résolution de problèmes, causerie, maths en 3 temps, etc. Donc, on vous les a mis là juste pour que vous puissiez les voir, pour bien les avoir en tête lorsque vous planifiez. La différenciation a priori, bien, en fait, c'est tout ce que vous allez faire en termes de flexibilité par rapport au contenu que vous allez proposer aux élèves. Donc, les contenus que vous allez enseigner, les processus, les structures et les productions. En anticipant aussi les difficultés. Qu'est-ce que mes élèves peuvent avoir comme difficulté face à cette cible-là? Dans mon cas, dans l'exemple que je vais vous présenter, ça va être au regard du sens des opérations. Alors, qu'est-ce que mes élèves pourraient avoir comme difficulté? Puis, qu'est-ce que je vais faire pour pallier à ces difficultés-là, par exemple? Est-ce que je vais leur proposer un choix de problème? Est-ce que je vais aller vers des problèmes imagés? Qu'est-ce que je vais faire pour vraiment pallier aux difficultés que j'anticipe? Ensuite, ça va être quoi le matériel? Puis, comment je vais faire pour évaluer? Qu'est-ce qu'il va me dire? Comment je vais faire pour m'assurer que les élèves ont bien appris? Parce que je me pose la question, qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent? Mais qu'est-ce que je vais faire pour m'assurer que mes élèves ont appris? Donc, en mathématiques, par exemple, ce pourrait être un exemple d'une séquence qu'on pourrait faire au 2e cycle pour des élèves qui ont besoin, dans le fond, de travailler davantage certains concepts. Donc, la compétence visée, c'est la compétence 2, raisonner. On va travailler davantage les concepts, les processus de la progression des apprentissages, pas n'importe laquelle. Donc, qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent? Bien, mes élèves apprendront à déterminer la bonne opération à faire dans des problèmes visant le sens des opérations. Donc, pour le sens de la multiplication. Donc, comme compétences ou connaissances préalables, bien, je veux quand même m'assurer que mes élèves sont capables de travailler les structures additives, donc de travailler des opérations qui demandent de faire soit une addition, soit une soustraction. Je vais travailler davantage sur le sens des opérations à ce moment-là. J'ai ciblé 4 élèves, OK, Jérémy, Joseph, Rose et Sam, en sous-groupe. Donc, première séance, je décide de faire davantage un modelage et une pratique guidée. Donc, sur Number Frames, donc je vais vous le présenter dans quelques minutes. Sur Number Frames, là, que mes collègues Martine et Nathalie vous avaient présenté lors de la dernière rencontre, bien, les enseignantes vont choisir entre 3 problèmes qui vont déjà avoir été ciblés par l'enseignante. Je vous ai mis ici d'où proviennent les problèmes de cette banque. Les 3 problèmes que j'ai mis là, ils proviennent d'une banque de la Commission scolaire des découvreurs, vous l'avez ici. Donc, on va demander, par exemple, aux élèves de choisir parmi ces 3 problèmes-là. Puis, le rôle de l'enseignante, ça va être de modéliser en représentant le problème, demander ce que la tâche demande de faire, souligner, écrire les données importantes à l'aide de mots-clés, représenter le problème à l'aide de matériel. Ce à quoi ça pourrait ressembler, mais ça pourrait ressembler à ceci. Donc, on suppose que les élèves ont choisi ce premier problème. Alors, ils décident ici. Est-ce que vous voyez bien dans Number Frames? Alors, j'imagine que oui. Parfait. Donc, l'idée dans Number Frames, bien, ça serait de réécrire le problème. Donc, je l'ai déjà préparé pour vous, là, pour vous le montrer. Donc, dans la classe, il y a 3 rangées contenant chacune 8 pupitres. Combien y a-t-il de pupitres dans cette classe? Alors, dans les grilles, j'ai choisi une grille de 100. Et là, je vais questionner les élèves. C'est là où l'enseignante va dire, qu'est-ce que la tâche te demande de faire? Bien, on a besoin de trouver combien il y a de pupitres dans cette classe-là. On a 3 rangées. Bon, on va utiliser 3 rangées, c'est parfait. Et là, dans chaque rangée, il y en a 8. On va les dessiner de 3 façons différentes que ça soit plus clair. Puis ensuite, on va demander aux élèves,
Mais comment on pourrait faire pour trouver une écriture mathématique qui représente ce qu'on vient de faire? Bien, un élève pourrait dire 8 plus 8 plus 8, 24, 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc je passe, pour éventuellement arriver à l'écriture multiplicative qui est plus directe, qui est 3 fois 8 égale 24. Donc, ça, c'est un exemple avec Number Frames qui pourrait se faire à distance. Et dans la même rencontre, à ce moment-là, bien, les élèves pourraient faire les 2 autres tâches avec l'enseignante, puis l'enseignante va soutenir par des questions, tout en continuant de représenter le problème à l'aide du matériel. Alors ça pourrait être une première séance qui pourrait, en tout cas, moi je vois un bon 30 minutes. Si on est capable de faire juste 2 problèmes, on fait 2 problèmes, mais l'important, c'est toute la discussion qu'on va avoir avec les élèves pour représenter le problème. Et étant donné que c'est l'enseignante qui va modeler, qui va faire son modelage, bien, c'est correct de travailler avec Number Frames dans ce cas-ci. Une autre journée, par exemple, là, je trouve ça vraiment fort intéressant de vous présenter ça. C'est sur Jamboard, on travaillerait avec des problèmes imagés. Donc, les problèmes imagés, ils sont déjà placés ici sur cette... donc, vous avez accès à toute une banque de problèmes imagés. Moi, je les ai déjà préparés sur Jamboard pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, l'enseignante, son intervention, ça va être beaucoup de questionner les élèves sur ce qu'ils voient, puis comment ils peuvent utiliser l'image pour répondre à la question, pour ensuite qu'ils puissent partager leur stratégie, pour proposer aussi différentes stratégies. Et naturellement, l'enseignante va toujours soutenir le raisonnement par une écriture mathématique. Si jamais il y avait l'orthopédagogue qui était présente, bien, l'orthopédagogue pourrait noter les observations puis les stratégies des élèves. Ça pourrait être intéressant. Alors, je m'en vais sur le Jamboard. Vous les aurez ici également pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, j'ai tout simplement fait une capture d'écran du problème là, auquel vous aurez accès. Voyez-vous, c'est un arrangement rectangulaire. Combien de tuiles Sylvain aura besoin pour couvrir toute la surface du rectangle? Alors, ici, j'ai mis quelques questions qu'on pourrait poser aux élèves. On pourrait poser la question par la suite, donc la question à savoir ce que la tâche demande de faire, mais c'est important de faire un échange aussi pour demander aux élèves, qu'est-ce que tu remarques sur l'image? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce que la tâche te demande de faire? Comment on peut utiliser le dessin? C'est là où aussi il y a l'orthopédagogue qui est présente, bien, elle pourrait prendre des notes puis revenir aussi avec les élèves pour, dans le fond, revenir sur certaines stratégies qui auraient été nommées. Et là, avec l'aide du dessin, bien, on finit par trouver une stratégie qui va nous permettre d'éviter le dénombrement, mais bien de multiplier finalement la longueur par la largeur. Donc, le but étant d'arriver à cette stratégie. Ensuite, on pourrait, si on a le temps, on pourrait faire un autre problème. Donc, voyez-vous, c'est toujours des structures multiplicatives. Je reviens toujours avec les mêmes questions. Qu'est-ce que tu remarques sur l'image? Bien, il y a une brouette, il y a quelqu'un. Il transporte des planches de bois. OK. Il transporte combien de planches de bois? OK. Ça se peut-tu qu'il fasse plusieurs voyages? Donc, voyez-vous, on va les faire jaser là-dessus. Et c'est justement la question étant, bien, il a rempli 12 fois sa brouette avec la même quantité de planches de bois. Donc, combien de planches de bois John a-t-il en tout? Et comment on peut faire? Puis là, on va soutenir éventuellement par une écriture mathématique. Et si on a besoin, on peut utiliser la calculatrice pour le faire aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, voyez-vous, on travaille le sens des opérations avec une image pour aider les élèves en difficulté à nommer des stratégies puis à faire le lien entre les données du problème et ce que la tâche demande de faire et pour faire le bon calcul relationnel, si je peux dire ça de cette façon-là. Puis, le dernier jour, ce qu'on pourrait faire, que je vous propose, ça serait de travailler avec des images sans question. Donc, les images sans question, vous les avez ici. Et dans le fond, c'est un petit peu la même chose que ce que je viens de vous présenter.
mais il n'y a pas de questions sur l'image. Donc, l'enseignante va demander aux élèves de décrire ce qu'ils voient sur l'image. Ils vont penser à une question à poser. Ensuite, l'enseignante va écrire les idées de chaque élève et toujours utiliser une écriture mathématique. Donc, par exemple, je m'en vais sur mes problèmes sans question. Vous allez voir les superbes images qu'on a auxquelles vous aurez accès également. Ça ne sera pas long. Donc, j'ai tout simplement fait une capture d'écran. Alors, ce sont des images qu'on peut utiliser, il n'y a pas de problème. Donc, on a, c'était le temps de Pâques, là, des mini-œufs, j'ai bien l'impression. Alors, que vois-tu? Quelles questions peut-on poser? Donc, voyez-vous, on est encore dans les structures multiplicatives, puisque si on pose la question, bien, combien on en a en tout? Qu'est-ce que ça peut? Mais on pourrait très bien poser la question aussi, si je mange deux petits paquets, combien va-t-il en rester? Alors, ça pourrait aussi nous permettre de travailler d'autres types de structures qui sont pas tout à fait exactement la structure multiplicative, mais qui est un petit peu plus complexe aussi. Et la première, dans le fond, quelle question peut-on poser là, premièrement, qu'est-ce qu'on voit, puis qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Bien, sans que ce soit combien y a-t-il de serviettes en tout, mais tu sais, si j'ai deux espaces de rangement comme celui-ci, bien, combien il y en aurait de serviettes? Donc, voyez-vous qu'il y a plusieurs types de questions qu'on peut poser également. Et on va prendre plusieurs questions, on va en choisir une, puis par la suite, on va trouver une façon avec une écriture mathématique ou avec une petite calculette aussi de le faire avec les élèves. C'est fort intéressant de travailler avec les élèves en difficulté avec des problèmes imagés et aussi de les faire parler et de les faire trouver des questions aussi. Ça sort des sentiers battus et ça permet aux élèves aussi de développer leur stratégie et de les nommer et d'aller aussi au-delà de juste trouver une réponse et d'être participatif même à distance. Ce qui nous permet, dans le fond, de faire une petite causerie mathématique. Donc, c'était le dispositif que j'avais choisi. Alors, pour essayer de pallier aux difficultés anticipées, bien, c'est important d'offrir, entre autres, moi, je me suis dit, bien, je vais offrir un choix de problème. Tu sais, on peut montrer deux images aussi, puis dire avec laquelle image vous voulez commencer ou avec laquelle image vous voulez travailler, donc offrir un choix de problème. L'important aussi, c'est de travailler avec plusieurs façons d'exprimer les stratégies. Donc, ça, ce qui permet de pallier aux difficultés qui sont anticipées aussi. Le matériel, ça, je l'ai mis. J'ai mis, bon, l'utilisation des tables, si on peut l'utiliser, si les élèves veulent les utiliser, le tableau de Pythagore, parce que quand on travaille le sens des opérations, c'est pas nécessaire de toujours avoir une réponse juste. L'important, c'est de faire le bon calcul relationnel. Donc, de trouver les bonnes relations entre la question et le problème. Et bien, ça va être quoi mon évaluation? Comment je vais faire pour savoir que les élèves, bien, ils ont appris, ils ont évolué dans cette cible-là que je m'étais donnée? Bien, je veux que mes élèves soient capables de trouver la bonne opération. Hein? Je reviens à ma cible, c'est ça que je m'étais donné comme objectif. Bien, ça va être par les stratégies qu'ils ont utilisées. Alors, moi, je vais écouter les conversations puis leur participation, puis ça va être par leur conversation que je vais pouvoir me dire que mes élèves, par les conversations que je vais avoir eues avec eux et les questions que je vais leur avoir posées, que je vais voir si les élèves sont davantage capables de trouver la bonne opération dans un problème là, qui vise les structures multiplicatives. Alors, voilà pour ma partie. Voilà. Moi, je vais faire ça, je vais faire une version peut-être un peu plus courte dans le fond que Geneviève. Je suis partie d'une planif que j'avais déjà dans un autre contexte où, dans le fond, qui était destinée à des élèves au premier cycle. Premier cycle, à ce temps-ci de l'année, là, si jamais on avait à reconfiner là, la majeure ou ce qu'on veut qui développe le plus, évidemment, c'est bon, la question de la segmentation, conversion, fusion, d'être capable d'associer des lettres à un bruit, de les pairer, de faire des syllabes, que les syllabes fassent des mots, puis que les mots soient lexicalisés pour, dans le fond, qu'on soit capable de leur associer un sens.
grosso modo, là, on veut que nos élèves soient capables de faire ces opérations-là de segmentation, conversion, fusion, de syllabes pour lire des mots, puis des phrases et accéder au sens. La première activité, si tu déroules juste un peu, collègues. Dans le fond, encore une fois, on a un sous-groupe d'élèves ciblés. Là, je me suis fait rire tout seul. C'est Justine, Elliott, Patrick et Mélissa. Dans la première activité, j'ai fait comme Geneviève, moi aussi. Dans le fond, c'est un continuum sur 3 journées. Là, cette fois-ci, plutôt que de dire le sous-groupe va être plus en lien avec l'enseignante, l'orthopédagogue pourrait soutenir un sous-groupe pendant que l'enseignante, dans le fond, il pourrait avoir une possibilité de quelques sous-groupes en même temps, 1, 2, 3, bon, tout se peut, mais l'idée, c'est que l'orthopédagogue, dans le fond, pourrait se joindre à l'animation de classe. La première activité étant une dénomination rapide de, correspondance graphème-phonème, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est de lettres-sons. OK? Les équipes écoles qui travailleraient, par exemple, avec le matériel « Apprendre à lire à deux », chez les petits. Apprendre à lire à deux, c'est un matériel qui provient de l'UQAM et il y a beaucoup d'écoles qui travaillent avec ça. Si jamais on avait à basculer, sachez qu'on a, dans le fond, l'autorisation de pouvoir présenter ou partager le matériel à l'écran. Le chercheur collaborateur de ce matériel-là m'avait, dans le fond, donné les droits. J'ai un message là, qui officialise cette entente-là. Si jamais vous aviez besoin dans vos équipes écoles d'avoir la documentation sous forme numérique pour pouvoir adapter des petits trucs, écrivez-moi. Je vous mettrai mon adresse. Vous avez mon adresse courriel à la fin de la présentation, mais si jamais vous aviez des équipes qui avaient besoin, dans le fond, de donner une petite twist virtuelle à ce matériel-là, n'hésitez pas. Bien, bon, la séquence que vous retrouvez à votre écran en ce moment, elle se base un petit peu sur ce qu'on fait dans le matériel Apprendre à lire à deux. D'abord, on va nommer rapidement des correspondances lettres-sons juste pour se refaire une tête comme un réchauffement. Ensuite de ça, l'orthopédagogue, par exemple, pourrait être amené à soutenir quelques élèves pour les correspondances qui sont moins connues ou qui sont plus difficiles à acquérir avec un matériel comme Raconte-moi les sons. Tout ça, ça pourrait se dérouler sur un Jamboard, ça pourrait se dérouler avec des post-it, OK, ou ça pourrait être sur simplement une capture d'écran, un partage d'écran. Si tu vas un petit peu plus... puis il y a le plairage de lecture, dans le fond, pour que nos élèves, on pourrait leur fournir des listes de mots ou de syllabes pour qu'ils puissent faire, dans le fond, une procédure de lecture en tutorat. Le 7, mettons qu'on est rendu jour 2, l'activité, ça pourrait être de construire des mots et des non-mots. Bon, tout ce qui se lit s'écrit, alors, et tout ce qui s'écrit se lit. Donc, on va s'assurer d'être en lecture, mais aussi en écriture, puis on va construire des mots et des non-mots avec les correspondances lettres-sons qui sont connues. Fait que dans le fond, c'est toute application qui nous permettrait de faire des cartes et qui nous permettrait de bouger des cartes serait à mettre à profit là-dessus. Encore une fois, l'enseignante en orthopédagogie est en soutien. On a du matériel, dans le fond, qui pourrait être fourni là, avec le matériel de transition pour des non-mots, par exemple. Pour ce qui est de la journée 3, là, on serait peut-être plus dans... Donc, on a commencé petit avec les sons, les lettres, et là, les mots, les non-mots, puis ensuite, on s'en va vers de la lecture de phrases simples. L'idée ici, dans le fond, c'est de donner un choix de production aux élèves pour déterminer ou démontrer, pardon, leur compréhension de ce qu'ils ont lu. Quand Geneviève parlait d'autorégulation au début de la présentation, c'est que nos élèves, des fois, ils ont de la difficulté à se remettre en question. Les stratégies cognitives ou métacognitives, des fois, bon, surtout en début d'apprentissage, elles sont à acquérir. Alors, ça pourrait être de se faire une propre représentation de ce qui a été lu, puis qu'ensuite de ça, on en discute ensemble pour voir si on arrive aux mêmes représentations. Si on va dans la différenciation a priori, évidemment que, bon, la quantité de mots ou de non-mots à lire ou à construire, elle sera différente.
d'un élève à l'autre, selon les besoins, selon les défis particuliers aussi des élèves. Il y a des élèves qui vont être capables d'en gérer beaucoup plus que d'autres. Puis aussi au niveau des structures de syllabes, on va s'assurer peut-être d'avoir une gradation dans la complexité syllabique. Allez voir vos orthopédagogues, elles peuvent assurément vous soutenir à cet effet-là. Et au besoin, la segmentation syllabique des mots qui sont plus longs ou qui sont plus difficiles, OK, ça pourrait être soutenu pour certains élèves avec, j'ai mis 3 produits en hyparien qui fournissent dans le fond le marquage de syllabes, ce qu'on va appeler la segmentation syllabique ou l'imprégnation syllabique. Donc, je ne sais pas, Patrick, si tu veux aller sur lire couleur, par exemple. Tu vas être mes mains. C'est-tu fou, ça, un peu? Alors, on peut, sur le site Lire Couleur, on a l'application web. On a aussi une macro qui s'installe dans LibreOffice, sachant très bien que LibreOffice, là, ça commence à être un peu pépère, l'utilisation qu'on en fait. Oui, je suis les mains, c'est très beau ce que tu écris. Mais là, mets le texte en surbrillance. Dans le fond, ce que ça fait, là, tantôt je vous parlais d'imprégnation syllabique, tu vas aller cliquer. Merci bien. Tu vas aller, Patrick, à côté, à ta droite, dans les outils, tu vas avoir un corbeau, un pot de crayon, puis une espèce de picto louche un peu rose et vert. Ouais. Ici, là, ça, c'est une pilule, on dirait? Ouais, mais c'est pas ça, c'est probablement un surligneur, mais c'est ça. C'est pas bien beau. Clique. Vas-y à fond. Alors, ce que ça permet de faire, lire couleur ou l'imprégnation syllabique, dans le fond, c'est que ça va séparer le texte en syllabes. Donc, vos élèves pour qui ils ont déjà à gérer à la fois de couper en syllabes, de retourner dans leur mémoire, chercher les sons de chacune des lettres pour ensuite refaire le mot, bien là, on les aide en coupant une étape. Donc, on coupe le mot pour eux en syllabes, ce qui leur permet de se déposer un petit peu plus, puis de pouvoir accorder leur attention sur moins d'étapes à la fois. Les lettres grisées sont des lettres muettes. OK? Alors, lire couleur grise les lettres qui sont muettes. Oui, Lara, cette ressource-là, elle est gratuite. La ressource web, elle est moins intéressante que la ressource qu'on peut télécharger dans LibreOffice. Dans LibreOffice, là, tu peux colorer des lignes. Nos élèves qui ont de la difficulté avec les poursuites visuelles puis qui passent des lignes des fois, il y a beaucoup plus d'options. Il y a sur le cartable fantastique et sur 10 vocales, tu vas retrouver le même genre, puis il y en a un autre dont le nom m'échappe, fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, là, mais un jour ça me reviendra, puis je vous le communiquerai au besoin. Là. Mais déjà avec Lire Couleur, je trouve qu'on peut faire des beaux petits miracles pour nos élèves. Patrick, si tu voulais remettre ça en corbeau, le corbeau, là, c'est simplement une remise à zéro, là, ça formate. Et là, tu pourrais remettre, si vous n'avez pas d'imprimante couleur à disposition, va sur les petites vagues. Ça applique le même principe, mais ça dessine des arcades sous les mots. OK? Alors, c'est fort intéressant, je trouve, pour nos élèves, là, nos petits. Puis on est de l'ordre de la flexibilité ici. OK? Oui, LibreOffice, ouais, je le sais. C'est pour ça que je te dis que je ne m'embarque pas trop là-dedans. Je ne fais pas une méga promotion, là, Lara, de LibreOffice, là, mais bon, je l'aime encore un petit peu. Dans un contexte là, où on sait qu'on aurait peut-être des besoins autres, l'idée, ce n'est pas de le faire devant les élèves, c'est pour préparer du matériel. Lire couleur, tu peux le faire. Non, il ne se fait pas avec Word, mais tu peux copier-coller. Mon Dieu, que je ne suis pas cohérente. J'essaie de répondre aux questions en même temps. Excusez. Donc, tu peux juste copier-coller à partir de cet éditeur-là. Mais tout ça pour dire que le lire couleur, il y a moyen avec la version sur LibreOffice d'aller souligner soit les syllabes orales ou les syllabes écrites. Donc, on pourrait faire le choix entre école ou école, OK? Selon, dans le fond, ce que vous voulez vraiment imprégner chez vos élèves.
Alors, ça, c'est fort intéressant. Puis bon, dans 10 vocales, on peut le faire aussi, qui est un des produits, là, dans le fond, que j'ai mis dans la planification. Faire attention, par contre, faire des tests de votre côté ou demander à vos collègues de le faire parce que des fois, si c'est européen, par exemple, je crois que mon cartable fantastique, c'est européen, il arrive que le 1 et le 1, parce qu'on peut aussi colorer juste des sons ou certaines lettres. Le 1 et le 1, mais ils ne sont pas distingués en France, par exemple. Pour eux, du vin puis du vent, ça sonne à peu près pareil. Alors que pour nous, il y a vraiment une grande distinction là, du point de vue des voyelles nasales. Je pense que c'est une particularité qu'on a au Québec. Alors, avant de fournir un texte à l'élève où il y aurait de la couleur dedans, juste s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau des sons. Voilà. Fait que si tu veux le remettre en corbeau, puis ensuite cliquer sur le pot de crayon. Oui. Il y a Yann aussi qui dit que le Word en ligne fait des trucs similaires. Je ne sais pas si c'est déjà essayé, Audrey. Ben non, je ne l'ai pas essayé. Mais c'est ça, Claudine, tu mentionnes qu'il n'est pas compatible avec les nouveaux Mac. Ça se peut. C'est pour ça que j'ai tenté de mettre quelques options en me disant que, moi, celle-là, lire couleur, je sais que c'est pépère, LibreOffice puis tout, là, mais ça demeure mon outil préféré. Mon chapeau d'ortho fait dire que c'est mon préféré. Mais c'est ça, je suis allée en chercher d'autres qui pourraient vous permettre de faire sensiblement le même travail. Tiens donc, il y a une faute à mon nom. Regarde, si je suis là-dessus, je m'en vais déjà dans... Il me semble que c'est affichage. D'après moi, ouais. Ah, l'insertion, j'ai un blanc de mémoire. Ben déjà, si tu allais voir dans les 3 petits points, non, ça ne t'aiderait pas. Mode lecture. La lecture immersive. Non, j'ai un blanc de mémoire, comment on va le chercher. Yann, est-ce que dans le coin, Yann? Oui, Yann, on fera appel à toi. C'est parti. Je reviendrai. Je vais le chercher tantôt, puis je vais revenir. J'ai juste un petit blanc de mémoire, je sais que ça se faisait. Donc, tu veux que je fasse quoi maintenant, Audrey? Ah, Yann fait dire qu'il n'y a pas de micro. Maintenant, tu pourrais simplement retourner sur la planif, voir si j'ai tout dit ce que je devais te dire en regard de la planif. Oui, bon, mais on va accepter des choix de production, comme je disais tantôt, pour démontrer la compréhension. Dans matériel, je suis allée mettre un tutoriel qui peut vous soutenir là, dans lire couleur. Puis bon, ben voilà, c'est pas mal ce que j'avais à dire. Évaluation au service de l'apprentissage. Évidemment, comme on ne vise pas l'atteinte d'une compétence ici, mais plutôt d'une habileté sous-jacente, ben, on va fournir de la rétroaction. On va être beaucoup plus dans un mode d'évaluation au service de l'apprentissage qu'un mode d'évaluation en vue de mettre une note. Donc, on va donner de la rétro sur les stratégies, les procédures. On va être beaucoup plus dans l'observation cette fois-ci. Et ça conclurait, dans le fond, pour la planif, chers collègues. Super. Annabelle, tu veux renchérir? Bonjour, mon amie. Bonjour. J'imagine que tu me vois arriver comme un 10 roues. Par rapport à l'organisation et la planification. Oui. Ton micro? Oh, excuse. Mon clavier est super sensible. OK. Donc, c'est certain que moi, je vais répondre là, avec mon expérience personnelle d'ortho de petite école. Puis, ben, je me dis, je vais poser la question, peut-être que d'autres posent la question. OK? Exemple, là, je viens de finir un bloc 2, je commence un 3e bloc d'intervention cette semaine. J'ai évalué, fait mes cibles d'intervention pour chacun de mes sous-groupes. J'ai 11 sous-groupes. J'ai maternelle 1, 2, 3, 4 niveaux. J'ai 7 classes, OK? Ouais. Si on tombe en confinement demain, je me vois pas prendre, exemple, 1 heure par semaine pour planifier avec les 7 titulaires. Je me vois pas prendre, exemple, 7 heures dans ma semaine de planification avec les différents titulaires
puis de couper ça, par exemple, en intervention avec mes élèves. Tu sais, j'aurais l'impression comme de passer à côté tu sais, comme du besoin principal de mon sous-groupe d'élèves. Exemple, que si mes premières années ou deuxième année ont encore au niveau, tu sais, de la difficulté au niveau de l'identification des mots, ben, tu sais, moi, ma priorité, c'est je prends mon sous-groupe le plus souvent possible, puis, tu sais, je vais aller faire mes interventions pour le plus possible, aller intensifier sur ma cible, puis essayer d'arriver, tu sais, à la fin de l'année, puis d'avoir eu le plus de progrès possible. Mais c'est certain que je comprends qu'on ne peut pas mettre de côté le titulaire puis qu'il faut essayer de collaborer le plus possible. Là. Mais tu sais, je ne vois pas comment je pourrais arriver avec 7 personnes différentes, tu sais, comme à aller m'inclure dans leur réunion, collaborer avec eux. Ça me prendrait trop de mon temps. Puis j'aurais l'impression tu sais, comme de priver mes élèves de ce temps-là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est plus important pour moi de donner le service à l'élève que d'aider les profs qui ont déjà quand même une expérience de l'année passée. Là. Mais là, ça, c'est, tu sais, je sais que c'est mon expérience à moi. Il y en a qui sont, tu sais, juste sur un niveau, qui ont juste, tu sais, 3-4 classes. Mais, tu sais, comment tu vois ça? Tu sais, c'est comme ce que je te lance là, en ce moment. Ben, en fait, tu sais, je te dirais, Annabelle, qu'il y a autant de modèles en ortho qu'il y a d'équipes écoles. OK? Mm-hmm. Puis vous aviez un horaire à faire en fonction de si ça fermait. OK? Fait que, tu sais, l'idée, là, c'est pas de faire table rase de ça du tout, mais on va quand même se garder en tête que je pense que ça va être nécessaire qu'il y ait concertation et transfert. À partir de là, tu sais, je reviens là-dessus, nos élèves ne transfèrent pas magiquement. Puis nos élèves, ce qu'on fait avec eux en ortho, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'appliquer dans la classe et inversement. Tu sais, il faut juste s'assurer là, que l'élève ne passe pas sa journée devant son ordinateur en enseignement à distance, d'une part, puis que l'enseignante et toi, vous soyez très au clair de ce que l'une et l'autre font. OK? Fait que, tu sais, si c'est pas possible, mettons, de joindre, parce que l'horaire est XY, là, de joindre le sous-groupe à l'intérieur de la planif de classe, donc en palier 1, en niveau 1 RAI, c'est pas un grave problème de faire du niveau 2, d'autant plus que tes élèves qui décodent pas, tu dois tellement savoir où est-ce qu'ils sont en ce moment, puis c'est quoi l'urgence. Exactement. L'idée, à un moment donné, c'est de ne pas dédoubler les interventions jusqu'à plus de lendemain, parce que, tu sais, il y a certains seuils, mais il y a aussi le fait qu'il y a un niveau de fatigabilité là, chez nos élèves. Tu sais, la conversation sur la téléorthopédagogie, on l'aura eu déjà, puis, tu sais, je continue de croire que on peut faire des choses magnifiques en téléorthopédagogie, là, mais il faut juste faire attention à de ne pas dédoubler nos interventions, puis être en cohérence classe et ortho. Je comprends la nuance. Mais tu sais, je veux pas, c'est ça, je veux pas jeter un pavé dans la mort là avec ce que je présente là, c'est pas ça du tout l'idée là. Tu sais, c'est de manière très générale. Non, c'est bon, merci. Je comprends un peu plus précisément c'était quoi ton intention derrière ton message. C'est bon. Merci. C'est la même chose. C'est la même chose. Je voulais ajouter peut-être de mon côté en mathématiques. Dans le fond, l'exemple de planif, elle est davantage pour les enseignantes qui vont travailler plus en sous-groupe avec quelques élèves. Et si l'orthopédagogue peut être là, donc ça peut être un atout. Ou l'orthopédagogue peut aussi s'en charger si c'est possible. Mais tu sais, vous avez déjà des protocoles dans vos écoles si ça fermait demain, là. Donc, il faut s'en tenir aussi aux protocoles qui ont été faits dans chacune des écoles en début d'année. Ça, c'est important. Nous, dans le fond, on voulait vous amener aujourd'hui un message pédagogique avec certains outils techno pour des exemples tout simples pour vous aider, dans le fond, à dire, bon, ben si jamais, il y avait un confinement, mais même à ça, l'enseignement à distance, ça a comme toujours existé toute l'année. Là. Quand il y a une classe qui ferme, bien, qu'est-ce qu'on fait avec nos 4-5 qui nous inquiètent? Ou nos 7-8? Puis, tu sais, Geneviève et moi, on a, dans le fond, soutenu des équipes cette année en co-enseignement, puis ce qui revient beaucoup dans la plupart des équipes, tu sais, c'est l'importance d'une planification concertée
puis le transfert. Donc, tu sais, pour moi, là, c'est des mots à garder. Là, puis c'est un peu pour ça, dans le fond, qu'on y allait avec ce déroulement-là, pardon, pour la rencontre. Mais, tu sais, ça évince pas tout ce que vous faites de bien, là. C'est des précisions ou des petits highlights en bon français. Pour Word en ligne, est-ce que vous voulez qu'on regarde ça rapidement? Regarde, je l'ai trouvé grâce à Yann, d'ailleurs. Donc, si on va dans affichage, si on va dans mode lecture, non, c'est pas ça, mot, petite affaire. C'est lecteur immersif. Là, on a la phrase, je peux toujours la faire lire. Et si je vais dans les petits, le petit truc ici, ben, je peux aller activer les syllabes. Fait que là, il va se mettre entre... J'ai juste mis pour la phrase. Hey. Patrick, mets les dons sur soit M, grande ou tasse pour faire le dépliant syllabes. Je vais voir si c'est des syllabes orales. Tasse. Il y a un âne, tu vois? Tasse. Syllabe. Pourquoi il n'y a pas fait café? C'est beau ce que tu fais. Oui, mais tasse n'a pas l'air d'être... tasse. C'est juste un, ça, tasse. Il n'y a pas de syllabe là-dedans. Ben, c'est ça que je voulais vérifier. OK. Grande. C'est ça. Il l'a déjà mis en syllabe. Donc, tasse compte pour une seule syllabe. Syllabe orale. C'est bon, ça? Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, nos élèves, là, même s'ils ont à s'approprier le concept de syllabe écrite quand vient le temps de couper des mots ou des trucs comme ça, on ne veut pas qu'ils prononcent tasse. On veut qu'ils prononcent tasse. Qui offre ça, le Word en ligne, il offre la différentes polices de mettre le texte. Ensuite, sur grammaire, tu peux aussi mettre en couleur les différentes catégories de mots. Puis il y a des étiquettes aussi, tu peux l'écrire au-dessus, ça va dire c'est quoi. Puis tu as aussi un dictionnaire. Tu as le focus de ligne quand tu fais la lecture. Puis tu as aussi un dictionnaire imagé. Tu as une traduction aussi pour les élèves. C'est toujours intéressant. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans les lecteurs immersifs de Word en ligne. Toujours intéressant en contexte d'apprentissage. C'est ça. On continue? On continue. Continue. Donc, c'était-tu moi, oui, qui reprenait, c'était moi, effectivement. Alors, là, on s'est parlé, bon, tu sais, de la planification. Quand vient le temps de réaliser l'activité, bon, ben quels moyens peut-on mettre en place pour enseigner et faire apprendre, d'une part? Puis, quels moyens peut-on mettre en place pour observer et réguler l'apprentissage durant la tâche? Toujours dans l'idée de ne pas simplement voir l'évaluation, si je peux dire, comme une fin en soi, mais plus on va donner de la rétroaction aux élèves en cours d'apprentissage, puis ça, c'est vrai dans la classe, c'est vrai à distance, plus on a des chances, dans le fond, qu'ils comprennent bien l'intention de l'activité et qu'ils comprennent bien ce qu'on attend d'eux. Donc, qu'ils soient en mesure de bien le faire et de comprendre où sont leurs défis, où sont leurs réussites. Dans la réalisation de l'activité, puis ça reprend là, ce qu'on vient de discuter avec Annabelle notamment, quel sera le rôle de l'enseignante, des enseignants le cas échéant, est-ce que leur tour va se greffer à la classe ou toute autre personne, là, on a peut-être des enseignants ressources, on a peut-être, est-ce que dans l'option où il y a des mesures dans l'école, est-ce qu'on est plus qu'une personne dans la présentation à distance? Bon, ben ça sera de déterminer les rôles. C'est toujours mieux de déterminer les rôles au moment de la planification que pendant l'activité, histoire qu'il n'y ait pas une des deux personnes qui se ramasse à faire la plante verte, bien évidemment. Alors, on vous a mis, dans le fond, sur cette diapositive-là, le lien sur la documentation que Geneviève, Olga et moi avons concocté, développé lors de dans le fond, du soutien en co-enseignement qu'on a fait avec quelques équipes, mais c'est disponible à tout le monde. C'est sur le site en orthopédagogie. Dans le fond, tout ce qui a permis de nous soutenir ou de soutenir les équipes écoles en regard de la réalisation des activités, de la planification jusqu'à l'évaluation, vous allez y avoir accès. Prenez le temps d'aller faire un petit tour. Il y a peut-être des trucs que vous trouverez intéressants là. D'ailleurs, Audrey, toute la documentation sur le co-enseignement,
Ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis au secondaire, là, j'aimerais ça le présenter. Parce que toutes les. Tu sais, je me sais pas c'est quel document, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ce serait peut-être bien de le montrer, Patrick. Tu sais, le document qui démontre de quelle façon on peut organiser le co-enseignement. Tu sais, il y a plein de façons de le faire, de l'organiser selon les besoins des élèves, selon la tâche qui est donnée aux élèves. Puis, je me souviens pas c'est dans quel document. Il me semble que c'est en bas. Je pense que je sais de quoi tu parles. Celui, le visuel. Le document d'Adèle. Je pense que c'est celui en bas complètement. Enseignement. Moi, j'ai l'impression que c'est choisir une modalité de co-enseignement, non? Non, c'est celui-là, quelques pistes. Non, celui à droite. Oui, c'est ça, c'est le document de l'UQAM. Adèle UQAM. OK, super. Mais je l'ai trouvé vraiment bien parce que, tu sais, t'as le visuel. Puis, tu sais, au secondaire, il y a les enseignants ressources. Je ne sais pas s'il y en a au primaire. Mais bref, continue de descendre, Patrick. Mais tu sais, on voit vraiment, il y a un beau visuel qui démontre clairement, tu sais, toutes les façons là, de s'organiser lorsqu'on est en co-enseignement. Fait que je trouvais que c'était une belle ressource. Oui, puis si tu me permets de faire du pouce en retournant dans l'onglet Collaborer. Vous faites travailler, hein? On s'ennuyait du son de ta souris. Oui, vraiment. Remonte un peu à la section juste au-dessus. Encore. Oui, là, stop. Choisir une modalité de co-enseignement. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé rechercher ces configurations-là, puis on a essayé de les mettre en relation avec des dispositifs d'enseignement. Tu peux dérouler un peu, là, Patrick. Là, on a pris les configurations, puis on les a associées à ce que les enseignants font déjà dans la classe. Fait que ça serait quoi la meilleure pratique ou la meilleure configuration de co-enseignement à utiliser quand on est 2 personnes? Ben, pour pas qu'il y en ait une qui se sente comme une plante verte, justement, dans un dispositif, mettons, je sais pas, là, c'est sûr que la première, là, c'est sur un continuum de collaboration. Là, mettons qu'ici, on n'a à peu près pas besoin de personnes pour le modelage, là, mais si tu descends un peu plus bas dans les autres diapos, si je fais, par exemple, la pratique guidée, quelles modalités de co-enseignement me seront utiles dans ce cas-là? Puis on a mis des petits plus, des moins, des notes pour soutenir les équipes. Voilà. Super bien. Oui, vraiment intéressant. Puis juste à gauche, on n'ira pas le regarder, le canevas vide ou le modèle de coplanification. Vous remarquerez qu'on a de la suite dans les idées avec nos grilles de planification. Donc, la grille qu'on a finalement bâtie pour le co-enseignement, on l'a récupérée aujourd'hui. Dans le fond, ce sont des grilles génériques en tant que telles, mais qui vont nous aider dans chacune de nos rencontres avec tout le monde parce que la planification, c'est un élément fondamental. Là, on l'a détaillé beaucoup aujourd'hui parce que c'est pour le bien, mais plus on en fait, plus on finit par mettre des mots-clés, puis ça devient comme un automatisme aussi. Ça va être bon pour nos élèves, pour tous les élèves, mais pour les élèves en difficulté, c'est vraiment, dans le fond, ce qui va être majeur pour mieux les soutenir, c'est l'importance de la planification concertée. Alors, on arrive à l'évaluation en tant que telle. C'est certain qu'évaluer, quand on a, pour les élèves en difficulté, ben on veut savoir, ce que mes élèves devaient apprendre, ben est-ce qu'ils l'ont appris? Maintenant, c'est quoi les connaissances qu'ils ont appris? C'est en lien avec des compétences, c'est quoi? Puis qu'est-ce qu'il leur reste à apprendre? Donc, c'est certain que pour l'évaluation, on va miser beaucoup sur la rétroaction qu'on va donner aux élèves, mais on va aussi miser sur l'évaluation au service de l'apprentissage, et non nécessairement l'évaluation de l'apprentissage en tant que tel, à distance, surtout quand on est à distance de façon, je dirais, pour une période très circonscrite. Mais on va miser davantage sur l'évaluation au service de l'apprentissage, via nos observations, les productions des élèves, puis les conversations qu'on va avoir avec les élèves et les conversations que les élèves vont avoir également entre eux. Donc, quand on est vraiment dans une période
circonscrite. C'est certain que pour le travail qu'on va faire avec nos élèves en difficulté, on va miser sur ce type d'évaluation-là. Puis cette évaluation-là, bon, on peut la corroborer évidemment un petit peu quand on reviendra en présentiel là, avec ce qu'on va peut-être voir davantage de production. Mais les productions peuvent varier aussi. Puis ce qui est intéressant aussi de voir puis d'avoir en tête, c'est que l'évaluation, ben tu sais, ça peut se faire, puis surtout avec les élèves en difficulté, mais ça, c'est vrai en présentiel comme à distance. L'évaluation, moi, c'est le deuxième PICO en tant que tel. On vous l'a mis sous forme de question que vous posiez cette question-là ou que vous posiez cette question-là entre collègues. Est-ce que c'est possible d'évaluer en plusieurs étapes? Tu sais, pourquoi l'évaluation toujours la placer sur une ligne du temps continue? Tu sais, il y a un début puis il y a une fin puis c'est dans la même période. C'est pas obligatoire. Tu sais, ça peut se faire sur plusieurs petites périodes. Ça peut se passer en petits moments. Et ça peut vraiment beaucoup aider ou ça va nécessairement aider les élèves qui ont des difficultés. Puis différents moyens aussi, l'élève peut faire une production, il peut s'enregistrer. En résolution de problèmes, c'est pas toujours nécessaire qu'il trouve la réponse. Juste de participer aux stratégies, ça nous permet de voir que l'élève, il évolue dans son analyse, parce que ce que je regarde aussi, c'est l'analyse que l'élève va faire d'un problème, par exemple. Donc c'était un peu ça qu'on voulait vous dire par rapport à l'évaluation pour l'instant, sans aller dans le détail de ce que peut être l'évaluation là, à distance. Si je peux me permettre, tu sais, on morcelait la tâche d'évaluation, on morcelle les tâches en apprentissage, mais en évaluation, on pourrait tout autant le faire aussi. Puis plus on aura, dans le fond, tu sais, on a misé beaucoup là, on voulait vous parler du sous-groupe aujourd'hui, mais plus on aura d'observations, moins peut-être d'observation de rétroaction, moins on aura besoin peut-être d'aller chercher des productions à ce moment-là. Donc, l'évaluation, tu sais, elle peut revêtir un caractère beaucoup moins formel, être moins anxiogène aussi à ce moment-là. Plus on aura d'observation et de conversation, moins on aura besoin d'aller vers une tâche en production. C'est ça. Il y a une main levée. Oui, c'est encore Lara. Oui. Je veux juste savoir comment, parce que moi, à mon école, j'ai les enseignants qui ont la phobie de la justification, tu comprends? Fait que c'est, quand tu parles en termes d'évaluation, c'est des évaluations pour vérifier les compétences de l'élève, pas des évaluations dans le but de mettre une note, c'est ça? Parce que moi, le problème que j'ai, c'est comment tu fais pour colliger tes informations, comment tu fais pour garder des traces, puis après ça, être capable de justifier. Parce que moi, c'est ça que je vais me faire garrocher quand je vais arriver à l'école. Oui, mais j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de traces. Comment tu fais pour garder des traces de ça? Quand tes observations, je te réponds rapidement là, parce qu'on pourrait en parler pendant vraiment plusieurs heures de ça, mais quand c'est très intéressant, quand tes observations sont sur des critères d'évaluation et que ces critères-là sont sur une grille d'observation et que sur ta grille d'observation d'enseignant, tu vas aller mettre, tu sais, mon élève, par exemple, il est sur rouge, jaune, vert, tu sais, au regard du premier critère qui est l'analyse je parle en maths, là, tu sais, d'une analyse d'une situation d'application, bien, tu viens d'avoir une preuve. Tu sais, c'est une observation, mais tu l'as consigné, cette preuve, sur une grille d'observation. Donc, c'est pas obligatoire que ça soit une production, mais ton observation, tu as gardé une trace de cette observation-là avec une date sur une grille que tu t'es concoctée. Puis en plus, cette grille-là est en fonction des critères d'évaluation. On est en voiture. OK. Et si je pouvais... J'y vais, oui. Si je pouvais renchérir, tu sais, le bulletin chiffré nous aura fait éluder beaucoup toute la question du jugement professionnel. On est dans une approche par compétence. Des fois, il vaut mieux se dire, mettons, puis là, je pense à ceux qui font le portrait de classe, le dépistage, Geneviève, elle pense en maths, moi, je pense en français, c'est le même. Mais,
une cote 3 d'une cote 4, mettons, là, tu sais, des fois, il reste que, bon, on a des critères qu'on s'est donnés pour établir, ben l'élève, il me fait une compréhension, il me fait un rappel de texte, c'est une cote 3, il me fait un rappel de texte, c'est une cote 4, mais je sais qu'il comprend. Ben des fois, tu sais, on suffirait de mettre le nez, par exemple, dans une évaluation, puis là, tu sais, loin de moi l'idée là, de jeter une pierre, mettons, à n'importe quel matériel, mais c'est pas parce que ça a été étampé ministériel que les évaluations rendent compte des critères d'évaluation de la compétence. Suffit des fois de s'apercevoir qu'un texte en lecture suivi d'un paquet de questions. Oups, des fois, on va mélanger des questions de grammaire là-dedans. Oups, des fois, on va mélanger vraiment des trucs qui relèvent des connaissances ou des fois, ben, pour une question, ce que l'élève doit pairer des informations, t'en manques une, t'en manques toute la gang. Cette question-là, elle a une pondération haute comme ça. Est-ce que c'est vraiment toujours ce type? Là, on est en production. Est-ce que c'est ce type d'exercice-là avec un numéro, tu sais, avec une pondération qui va vraiment me garantir que l'élève a bien compris son texte? Pas toujours. Alors, tu sais, c'est sûr que ça reste une discussion à avoir dans vos équipes écoles. Je sais que l'année passée, à la fin de l'année, il y avait été question, il y avait eu des capsules sur le jugement professionnel aussi. Je ne sais pas si vous aviez été sollicité dans vos équipes écoles sur cette question-là. Pour assister aux capsules, mais tu sais, on pourrait essayer de retrouver, dans le fond, le discours, là, tu sais, on a ça dans les archives. Ça pourrait être partagé au besoin à ce moment-là avec vous tous, là. Oui, ça ferait du bien pour vrai. J'aimerais ça. Merci. Mais puis, tu sais, on est responsable, chaque équipe école est responsable de ses normes et modalités aussi. On va se rappeler que la compétence, c'est pas la somme ou la moyenne de toutes les évaluations pondérées. C'est vraiment, dans le fond, tu sais, mon jugement ou mon appréciation selon des critères qu'on s'est donnés au niveau national, pas selon mes attentes personnelles comme enseignant, là, mais toujours avec les exigences minimales, les attentes de fin de cycle comme barème. C'est comme ça que je devrais rendre compte, tu sais, dans le fond, comment je devrais apprécier, là, est-ce que mon élève est compétent ou pas? Okay. Ça va être filmé, hein, ça? Ça l'est déjà. Merci. Mais tu sais, ça, on se rend compte que c'est un enjeu majeur là, dans tout le Québec, puis même en Ontario. Là, puis malheureusement, dans notre parcours de formation universitaire, on a un cours sur l'évaluation, ou peut-être deux. Moi, je me souviens, mon bac était spécifique en français, là, mais un cours sur l'évaluation en lecture, un sur l'écriture, puis c'est tout, là. Puis, fait que, tu sais, puis c'était, on nous a présenté des grilles, mais sans plus, là. Puis, tu sais, dans la mare d'informations qu'on reçoit, veut pas dans notre formation, tu sais, c'est loin, là, l'évaluation. Puis l'enseignement à distance a juste fait en sorte de nous remettre face au fait que l'évaluation, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise nécessairement. Tu sais, c'est pas le concept de jugement professionnel. Puis au primaire, je pense que c'est quelque chose avec lequel vous êtes un peu plus familier qu'au secondaire. Mais tu sais, le cumul de notes, là, des tâches, puis donner des points pour la participation, puis donner des points parce que l'élève a annoté son texte. Tu sais, ce sont toutes des choses qu'on n'est pas supposé faire, puis qu'on fait souvent. Ben, puis, malheureusement, c'est pas ça l'évaluation. Donner des points pour une question de vocabulaire, alors que c'est une stratégie, notamment en français. En lecture, il y a beaucoup de choses. On ne fait pas exception au primaire là-dessus, mais ça, je te dirais. Oui, non, ça, je sais, ça, tu as raison, mais mon parallèle avec le secondaire était plutôt au cumul de notes. J'ai des tâches très spécifiques qui valent, qui ont une pondération spécifique, puis si tu coules, tu coules. Si ça a donné que tu arrives à l'examen de fin d'étape qui vaut 80 puis ce matin-là, ben ça va pas, l'élève n'a pas dormi de la nuit pour X, Y raison, ou il y a une situation familiale X qui fait en sorte qu'il n'a pas pu étudier puis il est en échec à cet examen-là, ben, c'est bien de valeur, mais quand je fais mon cumul de notes,
Fait que c'est surtout là mon parallèle. Mais au fond, tu sais, aujourd'hui, on voulait l'effleurer. Tu sais, on savait qu'on n'irait pas nécessairement en profondeur sur ce sujet-là, mais vous allez en entendre de plus en plus parler dans plusieurs, que vous soyez expertique, que vous soyez dans le cadre du projet expertique ou dans le cadre d'autres formations. Ces deux éléments-là de l'évaluation au service, donc l'évaluation au service de l'apprentissage versus l'évaluation de l'apprentissage. Et avec la triangulation, comme on vient de vous présenter, de l'évaluation, c'est des concepts dont vous allez entendre encore beaucoup, beaucoup plus parler dans un avenir rapproché puis à moyen terme aussi. Et tu sais, pour toujours, Lara, là, je reviens sur ce que tu nommais, là, sur le numérique, mais c'est pour ça aussi qu'on a tenu à vous mettre les exigences minimales et attentes de fin de cycle en disant que un B, ce qu'on entendait comme étant un B, ben, c'est l'attente de fin de cycle. Un C, c'est l'exigence minimale. De le garder en tête, là, à quoi correspondent, c'est quoi l'attente que je devrais avoir pour mon élève au deuxième, au troisième, au premier, deuxième, troisième cycle. Patrick, si tu voulais changer de diapositive. On est allé, dans le fond, placer les cadres d'évaluation des apprentissages, dans le fond, pour déterminer ce qui devrait être évalué. Tu sais, avec mon chapeau d'ortho, nécessairement que je me dois de passer le message que, dans le fond, pour déterminer si un élève est en difficulté ou pas, ben, on a certaines balises dont il faut tenir compte. Puis, ben, nos balises en évaluation, au-delà de mes attentes, mettons, si je suis titulaire, quelles sont les attentes pour un élève de son âge? Vous avez ces documents-là. Les cadres d'évaluation, dans le fond, le premier lien, je pense que ça nous amène à tous les cadres, peu importe la discipline. Puis ensuite, on a tenu à mettre ceux de français et de mathématiques. Et ensuite de ça, CSSDL, ben, ce sont des idées pour aller cumuler, dans le fond, des observations, des conversations, des productions. Vous avez des sections sur l'évaluation, mais en français, notamment, tu pourras renchérir, Geneviève, aux besoins. Mais je sais que sur le site de français primaire, il y a vraiment une section évaluation à distance. Donc, vous pourriez aller consulter ça avec vos équipes écoles. Si mon souvenir est bon, il y a un document qui a été fait aussi là, en collaboration là, français et mathématiques. Donc, sur le site, là, entre autres, bien, sur le site du dénominateur commun en mathématiques, bien, vous avez ça, entre autres, mais vous avez également là, des grilles, les grilles que vous pouvez utiliser là, pour évaluer là, chacune des deux compétences. On arrive à la fin de la rencontre déjà, donc vous avez nos coordonnées. Si vous souhaitez avoir d'autres précisions du côté de la mathématique, c'est moi, et de l'orthopédagogie également. Il est possible qu'en mathématiques, je vous redirige vers votre CP associé, là, si c'est plus du côté disciplinaire, là, même chose, Audrey fait la même chose là, du côté français, là, redirigé vers les CP disciplinaires. Donc, nous souhaitons que cette rencontre vous a apporté une vision, dans le fond, c'est ce que nous souhaitions que vous reteniez. C'est une vision plus de sous-groupe pour les élèves qui vivent des difficultés, notamment en français ou en mathématiques, travailler davantage en sous-groupe et travailler une cible d'intervention. C'était dans le fond l'enjeu majeur de la rencontre d'aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait que vous reteniez. Nous espérons que les exemples qu'on vous a donnés vont vous inspirer aussi, puis vous pouvez utiliser les grilles, les exemples là, que du côté du français des maths là, dans la grille de planif là, avec tout ce qu'on vous a donné, problèmes imagés et tout là, de mon côté là, sans aucun problème.